Alors, signes forts et signes faibles du marché, transparence, circularité et confiance. On va parler de ces trois sujets qu'a merveilleusement introduit Marc-Olivier de la Févade avec Christelle Aignan. Bonjour. Bonjour. Christelle, toi tu es donc Global CDO de l'Occitane, tu es aussi ex-VP Marketing Digital de Petit Bateau, tu étais de 2013 à 2018 et tu es passé 10 ans au sein du groupe Rocher. Avant cela, en étant chez Yves Rocher, vous vous êtes donc presque croisés. Vous vous êtes croisés. En effet, Guillaume, donc toi tu présides Petit Bateau depuis juillet 2020. Oui. Mais avant ça, tu étais toi aussi chez Yves Rocher, international, puisque tu étais à la tête d'Yves Rocher de 2015 à 2020. Tout à fait. Donc oui, en fait, si je croise les dates, Petit Bateau Quentin, et puis vous êtes switché. Donc oui, on se connecte. Jeu de chaise musicale, quoi. Avant de rebondir peut-être sur ce que disait Marc et puis de savoir justement quid de vos investissements RSE à chacun, est-ce que la pandémie les a freinés, accélérés, comment est-ce que tout ça a été arbitré, on va parler de croissance du e-commerce, on en a parlé en préparant cette conversation et donc on est arrivé à un sondage Team Christelle et Team Guillaume. Sur quelle croissance du e-commerce misez-vous en 2021 ? On en reparlera avec nos deux invités. Est-ce que vous faites plutôt partie de la team Christelle avec plus 15% ? Est-ce que vous êtes plutôt team Guillaume avec plus 20% ? Est-ce que vous êtes au-delà de ça ou est-ce que vous êtes flat ? Voilà, vous avez quatre choix possibles. Est-ce qu'on commence par vos réponses ? Non, on les garde pour la fin. Ok. Christelle, par rapport à ces enjeux RSE et peut-être en rebond du baromètre qu'on vient de découvrir avec Marc, est-ce que 2020 a freiné ou accéléré les projets RSE côté l'Occitane ? Côté l'Occitane, 2020 a été évidemment un moment très important pour le RSE et ces notions de RSE sont au cœur des actions qu'on a pu entreprendre durant l'année. C'est vrai que l'Occitane, depuis ses origines, a une ambition très forte et jamais démentie de protéger et de remettre en fonctionnement la biodiversité et puis aussi de lutter contre le réchauffement climatique et c'est clairement des choses qu'on a fait cette année. Par exemple, en fait, on a un partenariat depuis l'origine pratiquement avec le Burkina Faso, les femmes du Burkina Faso qui produisent du beurre de karité. Mm-hmm. Et en fait, bien évidemment, elles ont été empêchées lors du Covid de pouvoir faire leur livraison et on les a soutenues et on a maintenu en fait tous nos paiements pour qu'elles puissent continuer à travailler correctement. Et puis, on a continué à développer nos éco-recharges, on a continué à expérimenter des fontaines pour faire du refill en boutique, etc., etc. Donc ça a été un moment d'accélération plutôt que de... clairement. Ouais, ok. Guillaume, est-ce que la question s'est posée ? Est-ce qu'elle ne se pose pas ? Est-ce que ça a pu rester la priorité numéro 1 pour Petit Bateau qui est aussi très engagé dans cette voie ? La RSE, c'est un engagement depuis la naissance de Petit Bateau, depuis 130 ans, puisqu'on fait des produits de qualité et durables. Et pour vraiment répondre à la question, il faut comprendre la philosophie de Petit Bateau et du groupe Rocher. Vous aviez le président du groupe Rocher qui était présent. On est une entreprise à mission, un groupe à mission. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a deux priorités. C'est un, il faut être rentable pour vivre. Et puis deux, il faut aussi contribuer au bien commun. Et donc ça veut dire qu'en fait, on a ces deux priorités qu'il nous faut accélérer en permanence. Donc la RSE est vraiment au cœur de la marque depuis l'origine et encore plus aujourd'hui. Quels sont les signaux qui émanent des consommateurs directement, qui justement vous poussent au quotidien à aller plus loin dans cette démarche ? Qu'est-ce que vous écoutez ? Est-ce que c'est simplement sur les études dont on entend parler ? Est-ce que c'est en fonction de l'évolution de vos ventes, peut-être sur les produits les plus vertueux ou les plus engagés eux-mêmes ? Guillaume ? On a plusieurs façons d'écouter les consommateurs. On a des NPS, donc le Net Promoter Score. On a des focus group avec nos ambassadeurs clients. On a participé à la consultation citoyenne avec d'autres marques, avec plus de 100 000 participants à cette consultation citoyenne sur des questions des RSE. Et puis on a nos collaborateurs, Marc-Olivier en parlait, c'est très important de les écouter. Donc on écoute tout ça et à partir de ces signaux-là, effectivement, on agit. Mais j'ai envie de dire, il y a des signaux, mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin que ces signaux. Et donc, on est en train de se mettre des ambitions, une mission très forte, notre why, et derrière des engagements, et on va revenir dans quelques semaines avec 10 engagements très très forts sur la RSE. D'accord. Teaser.
On suivra. Christelle. La voix du client, évidemment, est majeure. Hein. Le client, il est au centre de toutes les préoccupations et le client s'exprime. Donc, nous aussi, on a beaucoup de remontées autour de ces sujets-là. Et puis, effectivement, on voit en boutique une forte croissance des achats autour des éco-recharges. Les éco-recharges, en fait, ce sont des produits dont on lance des nouvelles gammes régulièrement, qui permettent en fait de faire une économie sur 90% de l'emballage par rapport aux produits d'origine. Donc on voit déjà que cet engouement montre bien l'intérêt des clientes. Et puis ces fontaines dont je parlais tout à l'heure, où on peut apporter son flacon et puis récupérer ce qu'on appelle du vrac, a été testé notamment en Allemagne sur l'année 2020 et on va de plus en plus le mettre en place en France sur l'année 2021. Ok. Par rapport à ces pays, justement, vous testez en Allemagne, vous mettez en place en France. Chez Petit Bateau, est-ce que la France est le pays quand même leader en la matière? Est-ce que c'est ailleurs que ça se dessine? Ce qu'on voit, c'est que les consommateurs, et typiquement les consommateurs européens, sont nettement en avance par rapport au reste du monde sur ces questions de RSE. Donc effectivement, on teste beaucoup plus en France et parfois dans d'autres pays d'Europe, des services de seconde main, on en parlera peut-être tout à l'heure, ou autres services qui ont tendance à donner cette qualité, cette durabilité pour nos clients et réduire l'empreinte carbone. Oui. On va en parler bien sûr. De toute façon, là, on a une feuille de route qui est très claire. Nous, on doit transparence, confiance et circularité. Si on commence par la transparence, par exemple, comment est-ce qu'aujourd'hui, quels sont les chantiers qui sont à l'œuvre en matière de transparence? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez aujourd'hui sur cette verticale? Alors, nous, on a 3 gros sujets chez l'Occitane et le sujet de la transparence, il est beaucoup lié à la biodiversité. En fait, on a des ingrédients qui sont aujourd'hui des ingrédients qui sont traçables et on s'assure qu'ils le soient. Et on s'assure notamment que finalement, ils viennent d'un approvisionnement durable. Qu'est-ce que c'est qu'un approvisionnement durable? C'est-à-dire que c'est un approvisionnement en fait, qui est basé sur des plantes qui sont cultivées et récoltées de façon à impacter le moins possible à la fois l'environnement et puis la biodiversité, voire même régénérer ça. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on veut absolument pouvoir aussi communiquer à nos clients. D'accord. Et chez Petit Bateau, c'est la façon dont vous sélectionnez le coton? Alors, en partie, en fait, cette transparence, elle est dans les gènes de la société. Et j'ai envie de dire, on est plutôt bon sur ce sujet, même si on n'est pas parfait et donc on doit s'améliorer. On est plutôt bon parce qu'en fait, on contrôle notre chaîne de valeur. Il faut savoir que Petit Bateau est aussi un producteur et donc distributeur derrière. Et donc, en fait, c'est plus facile quand même de s'engager sur de la transparence quand on le fait soi-même. Vous avez ça en commun. Et donc, en fait, effectivement, nous, on produit, et quand on ne produit pas, on a par exemple un partenaire avec qui on travaille depuis 1992 au Maroc, donc ça fait 30 ans qu'on est ensemble, et donc on sait travailler ensemble sur cette durabilité du produit. Donc effectivement, la transparence est au cœur depuis des années. Et vous êtes attendu partout, justement, hein, mais c'est vrai, de l'empreinte carbone de vos sociétés à l'endroit où vous vous approvisionnez, où vous produisez, jusqu'à l'ensemble de vos engagements RSE. Comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à hiérarchiser, à organiser une feuille de route à la fois ambitieuse et réaliste? Celui qui veut. Ouais, je vais y aller. En fait, nous, ça fait évidemment assez longtemps qu'on y réfléchit. Adrien Gégère, qui est le directeur international de l'Occitane, a fixé 3 priorités. La première, c'est la biodiversité, j'en ai parlé tout à l'heure. La deuxième, c'est la lutte contre le changement climatique. Et pour ça, en fait, on a une ambition très forte d'ici 2030, d'être carbone positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit absolument réduire nos émissions carbone, mais aussi pouvoir aller plus capter, stocker ce carbone, notamment en faisant de la reforestation. Et puis le dernier sujet, et on en avait parlé lors de la préparation de l'entretien, c'est vraiment un sujet autour de l'inclusion et de la diversité. Donc par exemple, nos filières françaises en France emploient de plus en plus de personnes qui sont en situation de handicap. Et puis, via la Fondation L'Occitane, en fait, on favorise des initiatives sur l'entrepreneuriat au féminin. Ok. Pas mal d'entendre parler de carbone positif, du coup, après avoir entendu parler de bas carbone et de carbone neutre, pour revenir à cette organisation ou hiérarchisation. Comment vous faites chez Petit Bateau? Alors, comme je disais, on est plutôt bon.
mais pas parfait. Donc on va se donner des feuilles de route. Et pour ça, c'est encore un teaser, mais on est en train de les écrire. Je peux vous donner 2 exemples. Par exemple, sur les produits, on veut être 100% matière responsable. Ça veut dire du coton bio, ça veut dire des matières recyclées. Aujourd'hui, le marché est à moins de 10%. Nous, on est à 35%. En 2022, on sera à 60%, je pense. Et en 2025, on va être à 100%. Donc on veut mettre la barre très haut. On veut être finalement le référent sur les matières environnementales et sociales. Autre exemple, on parlait de carbone neutre. On veut réduire nos consommations d'eau, on veut réduire nos consommations d'énergie de 50% d'ici à 2025. Et pareil, en 2030, d'être neutre. Mais pas neutre en s'achetant une conscience et en payant des taxes ou en plantant. Mais c'est plutôt neutre en réutilisant l'énergie que nous avons créée. D'accord. Et ça, c'est difficile. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de chantiers. Les équipes ont envie de relever ce challenge. C'est un moteur interne. C'est un moteur interne. C'est parfois difficile en termes de bande passante. Mais je pense qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix si on veut contribuer au bien commun, si on veut que nos enfants demain puissent jouer librement dans la nature. Et puis si on veut continuer aussi à être dans les marques préférées des Français, je pense que c'est assez clair. Mais est-ce que les Français sont prêts aussi à absorber une partie des coûts, parce que c'est des investissements lourds pour toutes les sociétés qui les engagent? Oui, non, peut-être. Alors, pas du tout. Vous le disiez, on fait partie des marques préférées des Français. On est la première marque en fait en termes de notoriété et la première marque en termes d'actifs RSE. Donc moi, je pense, ma vision est que le consommateur sera prêt ou est prêt à payer une partie du coût, pas la totalité du coût. Donc c'est aux entreprises de trouver le financement de l'autre partie du coût, soit par des gains de productivité, soit par des investissements et ou des subventions, pour se payer par exemple des machines qui consomment moins d'eau. Donc les solutions vont exister. On est plutôt assez confiant. De toute façon, ne rien faire a un coût. Donc il faut le faire. Christelle, est-ce que tu as l'impression, toi, que les consommateurs sont prêts aussi à participer? Je pense que, on l'a bien vu dans les différents sondages qui ont été faits, il y a 2/3 des Français qui sont prêts, qui veulent finalement faire varier leur consommation sur une consommation plus responsable. Je pense que c'est, comme on dit, un no-brainer. On est en train de passer d'une économie qui est à la fois linéaire, extractive, où je produis, je consomme et je jette, à une économie qui doit de plus en plus, comme le disait Guillaume, à la fois utiliser, en tout cas limiter sa consommation en ressources vierges, et puis réutiliser ce qu'on appelle aujourd'hui des déchets, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc je pense qu'il y a un vrai consensus et c'est en train de s'accélérer, et les consommateurs le savent. Donc quelque part, ils vont être prêts à faire ce pas-là, mais les entreprises doivent en prendre une bonne partie en charge, aussi grâce à des économies, je pense, autour de l'énergie et de l'eau, par exemple. Oui. Ou alors des aides du gouvernement qui ne tarderont pas à suivre, on l'imagine. Il y a autre chose que les consommateurs sont prêts à faire, clairement, c'est de consommer du seconde main. On a commencé à en parler un petit peu. Toi, tu as commencé à le faire très concrètement. On voit donc, je lisais, 15 à 20% de croissance attendue à l'échelle mondiale au cours des 5 prochaines années. Un marché estimé autour de 45 milliards d'ici à 2023. C'est ce qui t'a poussé à y aller, ou c'est simplement histoire d'être en phase avec les attentes des consommateurs? Je pense que ce n'est pas les chiffres qui nous ont poussés à y aller, puisque si on regarde Petit Bateau dans ses gènes, c'est la qualité du produit. Et dans les premières pubs de Petit Bateau, c'était « investissez dans la qualité, vous économiserez ». Et en fait, pourquoi vous économisez? Parce que en fait, le produit dure plus longtemps et se transmet de famille en famille, de cousin en cousin, de frère en frère. Et ça veut dire qu'en fait, on est dans cette question de seconde main depuis des années. Et pareil, Christelle, qui était chez Petit Bateau, elle a lancé l'application de seconde main en 2017. On n'avait pas ces chiffres de plusieurs milliards. Donc en fait, la seconde main est dans nos gènes, on va l'accélérer encore. Et comme disait Christelle tout à l'heure, il faut passer d'un monde où j'achète, je jette, qui est un peu la fast fashion, qui est un monde totalement en fait irresponsable pour la planète et pour nos enfants, à un monde plutôt comme Petit Bateau, où en fait j'achète, je transmets mes vêtements, alors de famille en famille, d'inconnu en inconnu sur des plateformes aujourd'hui, mais c'est le monde de demain, il est là. Et c'est pour ça qu'on a appelé notre programme de seconde main « Changer demain ». C'est changer de main en main, mais c'est aussi changer le monde de demain. L'amour des jeux de mots, j'adore.
Christelle, justement, quand tu as lancé le programme en 2017, c'était plutôt Vinted et Le Bon Coin qui étaient à l'ordre du jour, entre guillemets, dans les usages. Qu'est-ce qui t'a semblé évident dans le fait d'embarquer Petit Bateau dans cette affaire? Alors d'abord, pour rebondir aussi par rapport à ce qu'a dit Marc tout à l'heure, l'écoute des collaborateurs. Et notamment dans le digital et en e-commerce, c'est souvent des collaborateurs assez jeunes qui étaient tous très impliqués sur ces sujets-là et qui avaient très envie. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, elle est évidente, on l'a rappelé tout à l'heure. Petit Bateau, c'est de la qualité et de la durabilité. Et donc, communiquer et permettre d'avoir ces plateformes d'échange, c'est aussi finalement communiquer sur les assets de la marque. Et enfin, le dernier sujet, c'est qu'on avait une grande envie aussi de créer une communauté de clientes. Des gens qui puissent se parler entre eux, parler évidemment de Petit Bateau, mais parler plus largement de la parentalité, des enfants, etc. Donc en fait, ces trois éléments réunis ont fait qu'on a créé cette plateforme. Ok. Et le déploiement là, de la toute dernière version se passe comment ? Elle se passe bien, elle se passe bien, vous la verrez dans quelques semaines. On est aussi, au-delà du déploiement de la nouvelle app, on est en train d'agir et d'offrir à nos clients un service omnicanal. Donc on reprend des vêtements aussi en magasin, sur une dizaine de magasins aujourd'hui. On va étendre ce service à l'ensemble de nos magasins et puis créer de nouveaux services omnicanaux autour de cette durabilité, de cette circularité. Et pourquoi pas penser à demain la location, l'abonnement, c'est totalement dans les gènes de Petit Bateau, mais de façon omnicanale, donc à la fois e-commerce et à la fois magasin. Ok. C'est pas forcément toujours ce qu'on imagine, la circularité. J'entendais Castorama qui communiquait sur le fait qu'ils recyclaient les jeans pour faire des isolants, du matériau isolant. Aidez-moi, de l'isolant phonique. Voilà, je cherchais le mot. Comment est-ce que la circularité chez l'Occitane, c'est le refill justement? C'est comme ça que ça se traduit? Oui, c'est le refill. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, les éco-recharges, puisqu'en fait, une éco-recharge, on va refiler son flacon d'origine. Et puis c'est effectivement la réutilisation de matières premières pour, par exemple, on s'est engagé aussi à ce que 2025, on ait 100% de nos flacons plastiques qui soient issus de plastique 100% recyclé. Oui. Donc c'est aussi ce travail-là. Et demain, c'est renvoyer son pot dans une enveloppe préaffranchie quand vous achetez. Pourquoi pas? Et puisque tu abordes ce sujet, c'est aussi le sujet de l'emballage, clairement, sur lequel on travaille tous. On a fait des grosses avancées cette année. On va continuer. Pour pouvoir avoir quelque chose qui soit à la fois réutilisable, qui ne dépense pas de carbone et qui soit qui continue à être aussi agréable pour l'expérience de nos clients, ce qui est aussi important. Bien sûr, c'est compliqué de ne pas sacrifier à aucun point. Tu parlais de... Pourquoi tu... Non, mais c'est vrai. Et le plastique, on doit tous y aller. Enfin, on devrait être zéro plastique. Zéro plastique ou alors des formes de plastique... Non, pas de... Ouais, moi je suis plutôt pour le zéro plastique. Mais j'ai un challenge en interne. Je suis un peu fou là-dessus. Moi je veux 100% zéro plastique. Christelle, un peu plus facile sur la fashion qu'en cosmétique. Mais... Donc vous commencez par les cintres en magasin. Alors, effectivement, on est en train de retirer. Alors, dès qu'il y aura déconfinement, puisque c'était prévu en avril, on est en train de retirer 100% des cintres plastiques en magasin. Donc on va mettre des cintres en alu recyclés. Pour en revenir juste à ton sujet du moment, à la seconde main aussi, qu'est-ce que c'est pour toi le business model de la seconde main? Tu parles d'abonnement aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui commence à émerger un petit peu des modèles Alors, il y a déjà le modèle de Petit Bateau qui en fait est dans la durabilité et qui est une forme de circularité de seconde main depuis 1893. Donc il y a un business model, clairement. Maintenant, moi je crois que le business model du futur, il est in fine autour de cette fidélisation du client en lui offrant ce service omnicanal, par exemple de reprise de produits ou de l'abonnement. Mais il est aussi autour de nouveaux clients, de recrutement de nouveaux clients, que ce soit sur notre plateforme ou sur Vinted. Il y a tellement de millions de produits Petit Bateau sur Vinted que ces personnes-là goûtent, expérimentent la qualité Petit Bateau. Et ce qu'on espère, c'est qu'ils vont venir après chez nous quand ils auront goûté la qualité Petit Bateau et cette durabilité, puisqu'ils seront capables de transmettre ce produit. Donc il y a un business model. Christelle? Je pense que le business model en général, c'est celui effectivement qu'on est en train de décrire ici autour de la protection de l'environnement.
Enfin, il n'y en a pas de meilleur pour la planète. C'est-à-dire que si on ne sait pas à la fois réutiliser les ressources, protéger la biodiversité, et puis en fait créer une économie durable et circulaire, c'est le business model de la planète tout entière qui est en danger en fait. Donc il n'y a pas de meilleur business model que celui de faire de l'écologie. Moi, je suis d'accord. Après, je ne suis pas au poste. Une dernière question, je sais qu'on a déjà fini le temps, mais qui me semble assez importante, c'est la communication. Aujourd'hui, on voit, alors c'est surtout vrai en France, je crois, qu'on est très vite taxé de greenwashing. Il y a une espèce de suspicion qui entoure toutes les communications RSE, puisqu'il y en a aussi beaucoup. Comment est-ce qu'on gère la communication autour de ces sujets de transparence, pour en revenir au départ, de circularité aussi? Pour moi, il y a deux questions. C'est est-ce qu'il faut communiquer ou pas ? Et après, qu'est-ce qu'on communique ? Si on s'appelle Petit Bateau, je pense qu'on peut communiquer parce que ce n'est pas du greenwashing. Ça fait depuis 1893 que la durabilité, elle est dans le modèle. Maintenant, on n'est pas parfait, donc il faut s'améliorer. Il faut mettre la barre plus haut. Donc nous, on peut communiquer. Je trouve que certaines sociétés probablement communiquent avec pas grand-chose derrière elles parce qu'il n'y a pas forcément un historique et que ce n'est pas forcément elles qui produisent. Donc la transparence, etc., j'ai des doutes. Donc nous, on communique et après, c'est qu'est-ce qu'on communique ? Donc on est en train de refaire notre mission, des engagements. Et une fois qu'on a ces engagements, il faut les donner au public. Parce que ça va nous forcer, c'est comme une entreprise à mission, ça va nous forcer à les tenir. Et même quelque part, si on fait 95% de ce qu'on dit, moi je dis 100% pas de plastique, si je suis à 95%, c'est déjà bien par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'effectivement, cette planète, il faut la sauver. Et ça, c'est le teaser de la plateforme de marque qui viendra aussi plus tard. D'accord, Christelle. Voilà, sur la communication, il est clair que la première chose, c'est de communiquer sur des actes concrets et significatifs, plutôt que sur des principes fondamentaux qui ne sont pas très illustratifs de ce qu'on fait. La deuxième chose, c'est effectivement l'adage de dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, donc de faire en sorte que tout ce qu'on exprime auprès des clients, ça soit authentique et sincère, et je pense qu'ils nous reconnaîtront là-dessus. Et le troisième point, pour reprendre ce qu'a dit Guillaume, c'est que effectivement, je pense qu'il ne faut pas non plus cacher qu'on a beaucoup de points d'amélioration, qu'on peut avoir des difficultés à surmonter et que malgré tout ça, on a envie d'y aller et continuer. Comme Liebig l'avait fait avec les tweets en forme de mea culpa. Côté... Bon, voilà. Merci beaucoup pour cette dernière réponse. On va terminer en découvrant le sondage, le résultat du sondage. 54% se rapproche donc de la team Guillaume. On a un gagnant, 15%. Voilà, j'avoue que j'ai perdu parce qu'en fait, moi, c'était 20%. Vrai, Team Christelle. Mais oui, donc, c'est Team Christelle qui a gagné. C'était Christelle, voilà. Vous avez voté Guillaume, mais c'est Christelle qui a gagné. Ceci dit, je me permets un dernier point. Avec les annonces d'hier, je pense que j'aurais plutôt parlé de 20% aujourd'hui. Voilà, bon, comme ça, tout le monde est d'accord. Donc, moi, je vais parler de 30%. C'est les enchères, c'est incroyable. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. À bientôt. Merci. Strawberry.